Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons à travers des entretiens l'urgence de transformation des entreprises, des transformations sociales et environnementales qui peuvent s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Je reçois aujourd'hui Renaud Sornin. Bonjour Renaud. Bonjour Axel. Alors Renaud, tu as cofondé il y a maintenant quelques années OFA Attestation Légale et aujourd'hui tu es dans on peut dire filiale Startup Studio qui s'appelle Canopé. Tout à fait. Et tu as aussi eu ce concept d'entreprise partagée que tu as mis en application dans les entreprises dans lesquelles tu étais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept? Qu'est-ce qu'une entreprise partagée? Alors déjà, merci de m'accueillir, merci de m'interviewer. Alors l'entreprise partagée, c'est un mouvement, fait partie du mouvement des entreprises de demain, libérées. Enfin, voilà. Le nom le plus commun, c'est libéré. Nous, le mot libéré nous plaisait pas trop parce qu'on ne se sentait pas enchaîné à l'ancien modèle. Voilà. On était plutôt dans une logique de partage des valeurs, partage de la valeur, partage des responsabilités, partage de l'information, voilà, donc la logique de transparence, de confiance et de responsabilité. J'aime bien nous qualifier comme un peu des... Il y a eu les révolutionnaires, Favi, Chronoflex, qui sont arrivés, les vrais premiers. Et puis nous, on fait partie des pionniers, mais la pionnier du deuxième rang, ceux qui ont essayé de rendre le modèle plus pérenne. Parce qu'il y avait dans l'entreprise libérée une grande difficulté et une contradiction à laquelle je n'adhérais pas, qui était que la première décision, qui était de se lancer dans le modèle, n'était pas une décision qui ressemblait au modèle. C'est-à-dire que c'était toujours le patron qui devait se jeter dans cette décision. Et quand je demandais ça à Zobrist, il me dit oui, c'est le paradoxe. Donc c'était un peu facile. Et nous, on a essayé justement de se le mettre dans le modèle en mode on décide ensemble d'y aller. Voilà. Donc on y est allé à notre vitesse. On a essayé d'y aller prudemment. J'ai proposé ça au comité de direction. À l'époque, on s'appelait l'équipe support, parce qu'on voulait justement avoir une hiérarchie qui soit vraiment soutien des collaborateurs. Et certains étaient pushy, d'autres moins. On a cherché le bon niveau. Et Romain, qui est donc le DG, et qui était avec qui je formais un duo, et j'ai formé un duo très, très complémentaire, m'a dit on ne peut pas avancer dans ce modèle sans appliquer le modèle. Donc on a décidé par le dialogue et par des itérations successives. Voilà. En allant visiter l'étape fondateur. Enfin, le déclencheur, c'est quand j'ai regardé Le Bonheur au travail de Arte, le film que tout le monde connaît normalement, enfin, si on est dans ce domaine. Et puis, je suis rentré le lendemain matin, j'ai vu Jean-Louis Brunet, qui était le CTO de l'époque. Je lui ai dit, putain, c'est ça que je veux faire, il faut qu'on fasse ça et tout. Il parle de confiance, de transparence, de responsabilité, tout le film. Et Jean-Louis m'a dit, mais Renaud, moi je suis venu ici parce que c'est déjà le cas en fait. Donc on était un peu dans le mouvement sans le savoir et on a décidé de se structurer, de se professionnaliser dans cette approche. Et la deuxième étape, ça a été d'aller à Nantes rencontrer Chronoflex. La moitié de l'entreprise a fait le voyage. Et puis on est revenu avec une logique qui était, c'est génial. Ils nous ont dit, c'est super, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, mais il y a un côté gourou chez la personne qui porte ça qu'on ne veut pas avoir. Et c'est vrai que j'avais un peu je portais ça en moi aussi. Et donc, on a beaucoup travaillé à essayer d'avoir une logique où ça ne soit pas mono-incarné, mais que ça soit poly-incarné pour aller au-delà du leadership des dirigeants et du dirigeant. Que ça soit pérenne. Voilà. Et parce qu'on voit que chez Favi, ça s'est arrêté. Chez Chronoflex, je ne sais pas, mais que ça fasse vraiment partie des gènes de l'entreprise et de sa culture, et non pas que ça soit pas trop incarné. Voilà. D'accord. Quel est l'intérêt d'être dans une entreprise partagée comme ça, en tant que collaborateur? Quel est aussi l'intérêt pour l'ensemble des parties prenantes d'aller vers ce modèle-là? Le mot qui me vient, c'est adaptation. C'est pas celui qui me venait il y a 10 ans. Pourquoi je pense à adaptation? J'ai écouté Jeremy Rifkin et qui nous dit que la valeur d'hier, c'était l'efficacité, et la valeur de demain, ça sera celle de s'adapter. Et la première adaptation au monde,
qui est celui d'aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont pas de la même génération que nous et ont reçu une éducation qui est beaucoup moins hiérarchique, beaucoup moins paternaliste et plutôt une éducation, on coach ses enfants, on leur donne de l'autonomie, parfois il devient un peu roi, mais un peu comme le collaborateur dans l'entreprise libérée d'ailleurs, mais on se met en posture de soutien, de conseil. Et donc, quand on a été éduqué comme ça, c'est impossible de rentrer dans un système hiérarchique d'il y a 30 ans. Donc, on s'adapte aux nouvelles générations. Deuxième chose, on s'adapte aussi à la complexité du monde. Les organisations hiérarchiques sont très efficaces, mais font assez, c'est plutôt Laloux qui explique ça, sont beaucoup moins efficaces pour gérer des grandes complexités. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les grandes institutions ont beaucoup de mal à s'adapter. D'où la logique de petites équipes autonomes, les pizza teams. On retrouve toujours cette logique de petites équipes très autonomes. Chez Chronoflex, chez Acorus, chez OFA, on faisait ça. Ça, c'est tout. Et même Olivier Frérot, qui est un philosophe lyonnais, nous dit, voilà, même les institutions doivent descendre dans des petites équipes, des petites nuées qui s'adaptent mieux au monde et à la complexité du monde. On retrouve ça chez Leroy Merlin aussi, où le magasin a beaucoup de pouvoir de décision. Adaptation à la nouvelle génération, adaptation à la complexité du monde, et je dirais, et on fait le lien avec l'écologie, adaptation à la finitude du monde, c'est-à-dire qu'il faut partager. Et c'est pour ça que le mot partage, à mon sens, a beaucoup d'importance. Le modèle économique, aujourd'hui, le gâteau, il est fini, on en prend conscience, et donc si on est humain, on doit rentrer dans une logique, non pas de croissance, mais de partage. Voilà. D'accord, donc ça fait tout à fait lien avec notre émission sur justement la place de l'entreprise dans la transition écologique. Ici, le modèle d'entreprise partagée, avec le partage de la valeur, le partage de l'information, des responsabilités, du pouvoir, en quoi est-ce que ça s'inscrit justement dans cette transition écologique? Quel est le lien qu'on peut faire entre les deux? En quoi l'un permet l'autre? Alors, j'ai une bonne question, j'y ai jamais réfléchi, mais voilà, je vais laisser j'essaie de laisser ce qui vient en moi. Et en fait, ce matin et hier soir, on avait un débat avec d'autres entrepreneurs, pas forcément de l'entreprise libérée, mais de cette mouvance de la réinvention de l'entreprise. Ici, à Lyon, il y a l'entreprise du futur, on a le cercle des pépites, qui sont des entreprises qui sont en hyper-croissance, mais on se posait la question de la croissance de quoi? Voilà. Et en fait, aujourd'hui, l'entreprise va vers une autre croissance que celle du chiffre d'affaires, du nombre de salariés, mais elle vient dans une croissance de l'épanouissement personnel. En fait, un peu comme un adolescent grandit jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 18 ans, on va dire, et qu'après, il arrête de grandir, il arrête de croître, mais il grandit intellectuellement, il grandit dans son être. Et aujourd'hui, l'entreprise est en train d'opérer cette mutation. Elle est en train de dire, finalement, ce qui importe, bien évidemment, il faut que j'ai... Le pourquoi se met en commun. C'est-à-dire qu'avant, le pourquoi, c'était l'enrichissement des actionnaires, dans le respect des règles et de la planète. Et en fait, on est en train d'inverser la donne. C'est qu'aujourd'hui, le pourquoi devient l'épanouissement de l'humanité et le maintien de la planète dans le respect de l'actionnaire. Dans un TRI, qu'on le sert clairement. Donc, c'est ce changement de paradigme, cette nécessité d'aller vers la croissance de la connaissance de l'humain, de ce qu'on a en nous, l'entreprise partagée, l'entreprise Opale, sert beaucoup cet objectif-là, d'aller dans un objectif de croissance. On dit souvent que l'entreprise libérée, si on voit le petit film qui circule sur YouTube, et en plus, l'entreprise libérée permet d'avoir des très fortes croissances avec des croissances de chiffre d'affaires. Je pense que c'est un peu une erreur de penser ça. Je pense que la croissance qui est visée dans le modèle de l'entreprise libérée, c'est une croissance de l'être dans son épanouissement personnel. Et il se trouve que cette croissance de l'humain génère énormément de croissance. C'est une conséquence, et tant mieux. Mais peut-être qu'un jour, justement, elle gérera moins de croissance. Mais la croissance qui est visée, c'est celle de l'humain. Voilà. Ça me va très bien comme adresse. Eh ben, écoute, c'est très frais pour moi. C'est très. La réflexion se fait sur le tard, c'est que tu as d'abord réfléchi en fait plus en termes de pourquoi tu l'as fait, et cette question derrière de conséquences sur la transition écologique, ça s'est fait plus tard. Ouais, complètement. Alors il y a deux types de personnes, enfin il n'y a pas deux types, il y en a des milliards de types de personnes, mais si on regarde le MBTI, sur la dimension intuition-sensation, on est soit N, soit S. C'est-à-dire soit on suit son intuition et on capte de l'information après, soit on prend de l'information d'abord et après on agit.
Moi, je fais partie de la première catégorie des gens. J'agis d'abord, je me trompe, je prends de l'information et je tourne, et je pivote, dans la logique des méthodes agiles. On fait la loupe. Donc là, c'est une démarche qui était complètement empirique. On avance, on se rend compte qu'on est dans cette mouvance, je me documente, j'avance, ainsi de suite. Et l'écologie, elle est arrivée assez tardivement chez nous, puisqu'on est une entreprise du soft, on est une boîte SaaS, que j'avais déjà fait un bilan carbone, que je connaissais le bilan carbone d'une entreprise tertiaire depuis 15 ans. J'ai eu la chance de lire Jean Covici il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, j'avais bien compris que le bilan carbone d'une entreprise du SaaS, c'était le déplacement des collaborateurs. On était à la Part-Dieu, 100% des collaborateurs venaient en transport en commun. On était dans un immeuble qui n'était pas super bien isolé, mais globalement, on n'avait pas grand-chose à faire sur notre carbone. C'était sans compter le scope 3, c'était sans compter sur l'impact qu'on pouvait avoir. Et surtout, alors, ceux qui m'ont mis en exigence sur cet axe-là, on parlait tout à l'heure du partage de l'information, partage du pouvoir, partage de la prise de parole. On a chaque année une enquête collaborateur chez OFA qui est faite de façon anonyme et qui est animée par un tiers de confiance qui ne reporte pas à la direction, mais au collectif de salariés. Et donc, cette enquête, elle était, la responsabilité sociale de l'entreprise était au top pendant 7 ans, et elle s'est dégradée très très vite sur la partie responsabilité globale. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'impact sur l'écologique. Et là, c'est là que j'ai pris conscience que toutes les entreprises, y compris celles qui n'ont pas d'impact ou peu d'impact sur l'écologie, doivent s'emparer de ce sujet-là. C'est pas du tout moi qui l'ai pris, c'est les collaborateurs qui sont venus à ma rencontre là-dessus, à notre rencontre, à Romain et moi, pour nous challenger là-dessus, et c'est là que j'ai fait la connaissance de Time for the Planet, qui est une entreprise absolument folle au sens formidable, et on est devenus les premiers partenaires de Time for the Planet. On sera, j'espère, les premiers partenaires du dividende climat qu'ils sont en train d'inventer aujourd'hui, et ça a été notre façon d'entrer dans l'écologie. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vendu la boîte à quelqu'un qui se revendique pas du tout du modèle de l'entreprise libérée, mais qui applique les concepts de subsidiarité, d'autonomie, de prise de décision, de respect des hommes et des clients, qui, lui, est en train de faire opérer un pivot à Once for All pour la positionner comme un acteur clé de la RSE, et non plus un acteur clé de la conformité légale. C'est un gros pivot, et donc, génial. Et Canopé est un startup studio qui a 2 axes, la digitalisation et la transformation écologique de la filière construction. Ok. Alors, dans l'entreprise partagée, donc comme tu l'as dit, là c'est le partage évidemment des valeurs, de la valeur, partage notamment aussi du pouvoir et des responsabilités. Ça, donc on l'a déjà vu dans une autre vidéo de cette émission-là sur l'entreprise libérée. Et un point sur lequel on peut s'attarder un petit peu aujourd'hui, c'est sur le partage de l'information, sur lequel on n'a pas encore eu d'émission, donc c'est assez intéressant de voir ce point de vue-là. Pour toi, c'est quelle information qui doit être partagée et à qui ? Alors, on a vraiment péché par jeunesse, par excès. Alors, d'une façon générale, je fais un premier. Moi, ma façon de me développer, c'est de trouver des limites. Voilà. Donc, du coup, j'ai un peu, en étant le dirigeant de cette entreprise avec Romain, mais Romain, lui, est beaucoup plus posé. Et on a quand même trouvé des limites à chaque fois. La transparence était notre première valeur. Donc, on a trouvé que c'était formidable. Et à un moment, l'entreprise, en grandissant, est devenue dans un excès de transparence. C'était le mot « tu n'es pas transparent ». C'était le mot un peu qu'on sortait à toutes les sauces. Et on s'est trompé dans la logique du partage de l'information. C'est-à-dire, à la fin, tout le monde voulait savoir tout sur tout, en interne. Tout le monde avait envie d'être au courant de tout et de participer à toutes les décisions. Parce qu'il fallait être transparent, parce qu'il fallait... Et en fait, ça a contribué au dysfonctionnement de l'entreprise. Et après, on a expliqué, alors non sans mal, hein, que la transparence, c'était de répondre à toutes les questions. C'était pas de donner toute l'information. Parce que si tu donnes toute l'information, tu n'en donnes plus aucune, parce que ça devient, il y en a trop, elles sont pas pertinentes, tu n'es pas forcément pertinent. Déjà, je te donne de l'information qui t'intéresse pas, donc en fait, t'es pas servi. Donc en fait, il y a une logique de... Le partage de l'information, c'est à la fois répondre à toutes les questions, ça c'est important, sauf les questions pour lesquelles j'ai un engagement de confidentialité avec un tiers, donc dans ce cas-là, je ne serai pas respectueux du tiers, mais j'ai toujours répondu à toutes les questions, mon salaire, la valeur de l'entreprise, les machins, toutes. Il y a un moment où j'ai signé
une négociation avec et j'étais en confidentialité, et donc je ne pouvais pas en parler, mais ça a duré très peu de temps. Donc c'est à la fois être capable de répondre, mais c'est aussi être capable de poser des questions. Et il y a une entreprise lyonnaise qui est absolument formidable, qui s'appelle Nicasie, qui est une entreprise qui fait de la microbrasserie, des lieux d'événements, qui brasse, c'est des lieux de brassage, à la fois de bière et de culture. Et eux, ils disent quoi? Courage de dire, courage d'entendre. Donc courage de poser une question, courage de s'exposer dans ce que je dis. Chacun dans l'entreprise puisse poser aussi des questions pour avoir les informations. Voilà, donc la chose la plus importante et le premier pas, c'est créer un climat de confiance dans lequel tout le monde ose poser des questions. C'est pour ça qu'on avait à la fois un lieu où tout le monde, une fois par mois, on appelait notre réunion mensuelle SSPP, qui nous permettait d'avoir la parole est à vous, toutes les questions étaient les bienvenues, et on y répondait clairement, mais aussi, pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans une assemblée de 100 ou 200 personnes, il faut avoir le courage de poser une question, on avait une logique, une enquête anonyme qui permettait de donner des informations, de poser des questions, de donner des points de vue, de façon dérisquée, en confiance. Ces deux canaux sont complémentaires, on ne peut pas tout faire par enquête anonyme, mais si on ne fait pas d'enquête anonyme, on n'est pas garant que tout le monde va s'exprimer en pleine liberté. La qualité du dialogue, la capacité à chacun d'expliquer, Toltec nous dit des super choses, la parole impeccable, la capacité à dialoguer. Déjà, vous faire ça. La première chose, c'est donner confiance aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Deuxième chose, très rapidement après, et on a mis un peu trop de temps à mon sens, c'est apprendre à poser des questions sans agressivité, on pourrait la CNV par exemple. Mais communication non violente. Voilà, oui, les acronymes arrivent très vite dans les discussions. À gérer ses émotions, comprendre, gagner en intelligence émotionnelle, se connaître soi-même, rentrer dans la compréhension des biais cognitifs qui font que le dialogue est sain et élève, et non pas une diatribe où on s'étripe. Et on est tombé dans cette logique-là. Donc il y avait trop, peut-être, c'était plus trop de communication par rapport. Non, il n'y avait pas assez de compétences en communication. En fait, notre erreur, et pourtant on est allé chez Chronoflex, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils feraient différemment, ils nous ont dit on ferait plus de formation, on s'est trompé. J'ai entendu cette phrase, comme quoi l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la tient. Et ben on a quand même fait la même erreur, c'est-à-dire qu'on est rentré et qu'on n'a pas donné assez de formation aux gens pour se former dans leur maturité personnelle, à capacité à dialoguer correctement. On l'a fait, mais tardivement, et ça a provoqué des choses, parce qu'on est une entreprise en hypercroissance, parce que on a toujours une partie de nous qui a envie d'apprendre. Il y a des gens qui construisent des meubles en lisant les notices, et il y a ceux qui construisent des meubles vite, et qui se rendent compte, ah merde, il me reste une vis. Voilà. Et donc, on est plutôt, et quand il faut aller très vite, on n'a pas le temps de lire la notice. Et en fait, souvent, ça va plus vite de lire les notices. Voilà. Nous, on n'était pas dans notre culture de lire les notices avant d'avancer. Mal nous en a pris, parce qu'en fait, on a démonté le meuble et on a recommencé. Voilà. Donc il y a ce canal de communication, il y a le canal du dialogue. Qualité du dialogue, la parole impeccable de Toltec. De toute façon, les 4 accords de Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Et la parole impeccable, ne fais pas de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Toltec, s'il y avait qu'une règle de vie, Toltec de toutes, et fais de ton mieux. Ces 4 accords, ils sont absolument formidables. Dans la relation humaine, dans l'entreprise. Si on applique Toltec, le dialogue est bien. C'est simple. C'est très très simple. D'accord. Donc la solution pour une entreprise qui veut mettre en place ce système de partage de l'information, de transparence, comment on fait? On crée un climat de confiance qui permet à la personne de se sentir en confiance et de faire confiance. Voilà. Donc on en parle beaucoup. Ce climat de confiance, il s'agit de... Et comment on le crée? On le crée tout simplement. Je crois que la meilleure façon de le créer pour un dirigeant ou des dirigeants, c'est de se sentir vulnérable et d'accepter ses vulnérabilités. Quand on est vulnérable et qu'on a ses limites, et on en a tous, quand on est en posture de dirigeant et qu'on accepte de dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas en capacité de, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, je me sens faible sur ce sujet, je suis en limite, je suis trop sensible pour faire ci, pas assez courageux pour ça », déjà,
on devient accessible, et la personne ne se sent pas tout petit par rapport au dirigeant, elle se sent c'est pas une relation parent-enfant, c'est une relation adulte-enfant libre. Dans PNL, c'est ce vers quoi on vise. Et donc, on arrive à créer ce climat de dialogue, qui est un climat. C'est extrêmement difficile, ça demande un gros travail sur soi pour être en capacité de le faire. Mais une fois qu'on dit ça, les gens se sentent pas intimidés de leur ignorance, ils se sentent pas stupides, ils ont confiance, ils seront jamais ridicules dans leurs questions. Moi, je disais toujours, il y a que la seule façon d'être ridicule dans l'entreprise, c'est de ne pas poser de questions. Quand bien même tu l'as posée une fois et que tu veux la reposer une deuxième fois, et une troisième fois, et une quatrième fois, c'est nos limites. Souvent, on dit, tu as le droit de faire une erreur, mais pas deux. Ben non. Les scientifiques font 500 erreurs avant de trouver le bon vaccin. Ils ne se disent pas, je ne dois faire qu'une erreur. Non, quand on est dans une démarche expérimentale, quand on avance dans l'inconnu, quand on est en incertitude, comme on l'est aujourd'hui, il faut se donner le droit à l'erreur permanent. Par contre, un droit à l'erreur qui est un droit qui met en exigence. Souvent, on parle de droit à l'erreur, j'ai lu ça et de devoir de test. On doit tester ces choses, on doit se mettre en test avant d'avancer. Et après, on a le droit de faire l'erreur, un peu comme un scientifique. Donc, le dialogue, il vient aussi de cette démarche de créer un climat de confiance. Deuxième chose, après, on se forme, on travaille sur notre façon de gérer nos émotions, sur la parole, sur l'écoute active de l'autre, sur l'empathie. Et c'est un travail qui prend du temps. Il faut 2-3 ans pour changer un individu sur ce axe. Donc, un groupe d'individus, c'est un travail de longue haleine, la culture. Et il ne suffit pas d'écrire sur les murs ce qu'on veut pour que ça se passe. C'est un premier pas. Ça aide. Mais dans une entreprise où il n'y a pas ce climat de confiance qui est mis en place, comment faire ? C'est très intéressant. Je crois que la première chose, un escalier se balaye par la tête, par le haut. S'il n'y a pas un climat de confiance, c'est souvent systémique. On ne peut jamais dire c'est 100% de ta faute, c'est 0% de l'autre. Moi, je pars du principe que c'est toujours 50-50, ce qui n'est pas forcément une réalité, mais qui permet d'avancer. 50-50, c'est donc la faute du dirigeant, ou des dirigeants, du management, et, pour couper l'entreprise en deux, ce qui n'est pas une réalité, et la faute des collaborateurs, de la culture. On a une culture de la défiance. On a mis du reporting dans tous les sens, les gens ne se sentent pas en confiance, les patrons aimeraient, mais on n'y arrive pas. On part du principe que c'est 50-50. Et les dirigeants, s'emparent de leur part de responsabilité d'abord. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que nous faisons nous qui ne crée pas un climat de confiance et qui crée un climat de défiance ? Le contrôle et la volonté de contrôle fait partie de ça. Parce que en fait, la confiance exclut le contrôle. Parce que celui qui a dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est Lénine en fait. Et on voit où ça l'a amené. Non, par contre, la confiance n'exclut pas l'autocontrôle. La confiance, si tu montes dans ma voiture et que tu me demandes d'aller à Marseille en 3h30 et que je prends le volant et que tu ne vois dans ma voiture ni compte-tour, ni jauge d'essence, ni compteur de vitesse, tu vas te dire mais tu vas perdre confiance. Si tu vois ces compteurs, si tu me vois lire les compteurs, les respecter, être attentif à mes instruments d'autocontrôle. Sans moi que je puisse les voir. Oui. Mais tu sais que je les vois, tu sais que je fais attention. Alors c'est vrai que quand tu vas les voir, ça va te rassurer encore un peu plus, c'est le reporting transparent. Mais si tu commences à m'expliquer, mets ton clignotant là, tu devrais pas rouler si vite, tu devrais pas faire ci, c'est peut-être aussi que j'ai un comportement qui te met en défiance, en inconfort. Donc en fait, c'est ce schéma de la confiance et du dialogue, j'ai un petit schéma, il faut être digne de confiance. Donc la première chose du dirigeant, c'est de créer le climat de confiance. Et donc il faut que les gens se sentent à l'aise quand ils ont un problème, qu'ils ne se fassent pas engueuler. Voilà. Il y a un moment, je me disais, mais putain, personne veut... Parce que je me suis mis en retrait pour laisser les gens, et personne venait me voir pour me demander de l'aide. Et ils arrivaient quand c'était trop tard. Puis une fois, je dis, mais pourquoi tu ne viens pas me demander de l'aide ? Déjà, là, dans la façon dont je le disais, on comprend pourquoi les gens ne venaient pas me demander de l'aide. Et quand je me suis rendu compte qu'à la fin, j'avais Paul, Pierre, Nadine, Françoise, qui me disaient la même chose, je me dis, attends, c'est toi qui as le problème. Donc pourquoi les gens ne viennent pas te demander de l'aide ? Parce que quand ils ont peur de le faire,
courage de dire. Et donc, du coup, ils arrivent trop tard et après, tu les engueules et donc, du coup, ils viennent pas. Ou tu es tout tendu. Voilà. Donc, le travail sur soi pour être, j'aime bien dire, vous savez, pour gouverner une entreprise, il faut être en bonne compagnie, tout le monde le dit, mais il faut surtout être de bonne compagnie. Et donc, le première étape, c'est essayer d'être digne de la confiance de ses collaborateurs. Très bien. Juste un tout petit dernier mot, un petit conseil, voilà, pour... Tout à l'heure, en commençant notre rencontre, je t'ai demandé comment tu décrirais l'entreprise Opale en 3 minutes, en 30 secondes. J'aurais tendance à dire que l'entreprise partagée, l'entreprise d'après, c'est un chemin. Et je voudrais citer un philosophe, j'aime beaucoup la philosophie, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Voilà. Donc nous sommes sur un chemin difficile et c'est bon signe. Je te remercie beaucoup pour ta présence ici, Renaud. Je pense que ça aurait pu aider beaucoup de personnes dans les entreprises, peut-être pour mettre en place ce modèle de partage, notamment de partage d'informations, de transparence. Donc j'espère que d'autres suivront. Voilà, merci. Merci.